Mesdames et messieurs, l'heure est arrivée pour notre nouvelle table ronde, non pas improvisée mais prévue. Et je vous propose d'accueillir Sandrine Baumann-Autain avec un tonnerre d'applaudissements. Elle est en train d'arriver, on l'applaudit, on l'applaudit. Voilà, oh là là, mais qu'est-ce que c'est agréable là. C'était inattendu, mais c'est ça le salon, c'est ça le salon infirmier. Voilà, bonjour à tous, voilà. Merci en tout cas de votre présence. Du coup, moi je vais me présenter assez simplement, mais juste pour comprendre pourquoi je suis ici en fait. Parce que moi je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas soignant, je suis chef pâtissière, je suis fondatrice de Saint-Pâtisserie Santé, je suis également autrice et Révélation Femmes de Santé 2022. On va s'arrêter là parce que sinon on peut en parler pendant 3 heures. Pourquoi je suis ici? Parce que tout simplement j'ai fait un choix de réorientation professionnelle axée dans la santé il y a maintenant 4 ans. Après avoir fait un AVC oculaire tout simplement du jour au lendemain dans ma carrière professionnelle et après avoir accompagné mon meilleur ami chef qui m'a annoncé qu'il avait un cancer. Donc je me suis retrouvée confrontée à ce milieu de la santé qui m'a passionnée en fait. Et puis j'ai décidé de redonner du sens à mon métier, aux produits également fabriqués. Et j'ai décidé d'accompagner les patients dans leur parcours de soins en leur proposant des desserts adaptés à leur pathologie, aux effets secondaires, etc. Donc évidemment, qui dit patient dit soignant. Et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait de grosses problématiques par rapport à l'alimentation, à la nutrition, au prendre soin. Et du coup, ça a été une évidence, ça faisait sens d'accompagner également les soignants. Et puis au quotidien, en étant avec les patients, les soignants venaient me voir. Et Sandrine, t'as pas quelque chose à manger? Et Sandrine, là, comment je pourrais faire? Bon, du coup, ça a été une évidence, tout s'est enchaîné. Et voilà pourquoi je suis là, Jean-Luc. Vous avez remarqué que Sandrine a l'habitude de venir dans les salons, puisque c'est une habituée des salons infirmiers aussi. C'est comme ça qu'on a eu le plaisir de pouvoir se rencontrer, s'apprécier. Et puis bon, j'ai acheté son ouvrage et les autres ouvrages qui vont bientôt évidemment être disponibles, puisqu'ils sont déjà en présentoir. Alors finalement, puisque vous avez vraiment la connaissance des professionnels de santé, vous connaissez leurs difficultés, vous avez déjà concocté un certain nombre de recommandations à partir aussi d'un constat sur l'importance de l'alimentation, je crois. Et peut-être que parmi les personnes qui sont ici présentes, la question de l'alimentation est peut-être liée aussi au temps qui n'est pas toujours disponible pour bien s'alimenter. On va faire un petit test peut-être pour demander. Levez la main pour les personnes qui n'ont pas le temps d'avoir une alimentation normale. Et qui cuisinent déjà, qui cuisinent chez soi. Lieu de travail. Qui cuisine. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal quand même. Ok. On a un bon public, ça va être facile. Voilà, réceptif. Voilà, la parole est à vous, allez-y, justement. Non, effectivement, le constat est que effectivement, les soignants, les professionnels de santé ne prennent pas assez soin d'eux. L'alimentation est vraiment un pilier du bien-être. L'alimentation a un impact vraiment sur sa santé, sur tenir sur une grosse journée de travail. Lorsqu'on travaille de nuit, de jour, en horaire décalé, moi ça fait double sens aussi, parce qu'avec mon métier, je connais toutes ces problématiques, puisqu'avant je travaillais en restauration étoilée, donc je travaillais souvent tardivement le soir, la nuit, je mangeais quand je pouvais, enfin voilà, c'était assez compliqué aussi. Donc on a exactement les mêmes problématiques. C'est pour ça que je comprends très bien tout ce que vous pouvez subir au quotidien, si je puis dire ça comme ça. Et effectivement, c'est pas toujours simple parce que je sais qu'on manque de temps, j'entends très bien qu'on manque de temps. Il y a les horaires décalés, il y a la famille aussi, il faut aussi nourrir sa famille, ses proches. Il faut prendre le temps d'aller faire les courses. On n'a peut-être pas forcément non plus l'envie ou la connaissance de faire quelques recettes. Il y a aussi la problématique économique, parce que c'est la réalité aussi pour tout le monde, qu'on soit étudiant ou pas. Tout le monde est confronté à ce sujet-là aussi aujourd'hui. Donc c'est comment faire. Je ne suis pas une magicienne, ça se saurait. Mais en tout cas, je peux essayer déjà de vous donner quelques petites clés, quelques petites astuces. Je dirais l'idéal, c'est d'essayer de faire comme on peut en fonction du temps qu'on a et de ce qu'on a aussi chez soi, en adaptant par rapport à ses préférences alimentaires et à ses problématiques de santé, si on en a déjà aussi, parce que vous êtes les premiers concernés.
Et du coup, c'est vraiment d'essayer, je dirais, l'idéal, c'est vraiment d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Je sais que c'est compliqué. Alors équilibré, tout à l'heure on me disait, bah, équilibré, ça veut rien dire. Je le conçois, mais en tout cas, c'est essayer au moins de tenir ce rythme de au moins 3 repas par jour, 3 repas par jour, nuit selon ses horaires, et 1 ou 2 collations si besoin pour tenir. Et c'est surtout... je ne suis pas là pour faire de leçons ou vous dire comment manger, comment faire, etc. C'est juste comprendre qu'en fait, l'alimentation, elle a un vrai impact sur vous, sur votre santé, sur votre performance au travail, sur votre concentration, sur votre fatigabilité. Et si on comprend ça, en fait, et bien après, c'est d'aller choisir dans tous les petits ingrédients qu'on a à disposition, que ce soit les fruits, les légumes, les légumineuses, les protéines animales, les protéines végétales, les produits laitiers, etc., les glucides complexes, simples, et construire ces menus, ces repas pour pouvoir en fait adapter par rapport à son rythme de travail, son rythme professionnel, à ses proches également, et pouvoir tenir sur la durée. Parce que voilà, en fonction si on travaille de nuit ou de jour, on ne va pas mettre la même quantité de protéines au même moment, on ne va pas consommer les mêmes glucides, etc. Donc c'est vraiment comprendre tout ça, et ensuite on peut arriver à adapter tout en se faisant plaisir. Le but est de ne pas se priver parce que on a déjà des horaires compliqués, on a un métier, vous avez des métiers qui vous demandent beaucoup. Vous devez apporter beaucoup pour prendre soin des patients, et vous avez besoin d'un réconfort, ça je le sais, de gourmandise, on a besoin de chocolat, de sucre, mais pas n'importe lesquels. Donc c'est faire le bon choix, aller vers les bons sucres, essayer de travailler sur la réduction de l'indice glycémique par rapport des produits. Privilégier le fait maison, même si on n'a pas beaucoup de temps, on part des produits bruts. On les prépare soi-même en 10 minutes, 15 minutes. On peut se faire un repas complet assez simplement, qui ne coûte pas forcément plus cher. Mais on va pouvoir maîtriser ce qu'on met dedans et ce qui va pouvoir vous permettre de tenir la journée, la nuit et sur du long terme. Et surtout, éviter le plus possible les produits ultra transformés, riches en graisses saturées, et en sucre. Déjà, ça ouvre l'appétit, hein, vous êtes d'accord, hein, puisque voilà, Sandrine est C'est l'heure du goûter en plus. passionnante, et en sa qualité de chef pâtissière, vous allez relever les défis aussi pour du coup donner des conseils pratico-pratiques pour leur permettre évidemment, pourquoi pas, de commencer dès demain. Hein. Alors, dès demain, c'est possible. Quels seraient, je dirais, les secrets maison de Sandrine, disponibles dans les ouvrages, mais en même temps, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est de donner quelques conseils très pratico-pratiques qui peuvent Alors, puisqu'on parle des livres, ils sont devant, il y en a 3. Et il y a les conseils pratico-pratiques dedans. Et je fais un clin d'œil à mon éditrice, elle est là, donc j'ai intérêt à faire mon job, parce que sinon... Justine, je t'embrasse. Non, mais vous pourrez retrouver toutes les astuces dedans. Il y a des recettes qui sont vraiment conçues pour. Mais en tout cas, c'est vraiment... Alors, je vais parler peut-être un petit peu plus de pâtisserie, mais c'est pareil pour la cuisine. C'est déjà de privilégier tout ce qui va être farine, céréales, semi-complète, complète. Vraiment aller sur un apport de protéines végétales, de fibres. Parce que fibre, qui dit fibre, dit... Fibre dit quoi? En général, on me répond quand je dis fibre. Oui, merci. Bon, alors, pas que. Hein, moi, il n'y a pas que le transit. Hein, je suis désolée, mais moi, ça ne fait pas que sens pour ça. Mais en tout cas, qui dit fibre dit aussi rassasiement. Donc, on va pouvoir se permettre de manger moins, une plus petite quantité, mais d'être rassasié et de tenir dans le temps. Et les fibres vont pouvoir aussi permettre de réguler sa glycémie sur le temps, donc sur la journée, pour attaquer son travail de nuit en fonction de ses horaires. Et ça, c'est super important en fait. Donc les fibres, on les trouve où? On les trouve dans les fruits, on les trouve dans les légumes, on les trouve dans les farines complètes, on les trouve également dans des légumineuses, on en trouve dans beaucoup d'ingrédients en fait du quotidien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer petit à petit à aller vers les bons ingrédients pour construire ces repas. J'ai envie de manger des pâtisseries, donc du coup, parce que je suis j'ai des images mentales qui arrivent. Alors, concrètement, parce que les professionnels de santé ont besoin assez rapidement de se dire, finalement, je peux me lancer finalement dans ces efforts. Alors, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour finalement concilier les contraintes, finalement en opportunité, finalement pour prendre plaisir à s'alimenter bien, sans forcément changer, bouleverser ses habitudes? En fait, déjà, c'est essayer de... Je sais que vous manquez de temps, et que ce n'est pas toujours évident, mais
essayez de vous organiser au mieux sur la semaine. Le but, c'est de ne pas réfléchir sur une journée, en fait, mais essayer de concevoir sur une semaine, ne serait-ce que la composition de ces menus, pour pouvoir anticiper les courses, pour ne pas pouvoir acheter n'importe quoi, j'ai envie de dire. Checker déjà aussi tout ce qu'on a chez soi, parce que souvent on a plein de choses dans ces placards, ces frigos, on ne sait pas comment les utiliser ou c'est perdu. Donc pour éviter aussi le gaspillage alimentaire, c'est déjà de checker tout ce qu'on a et d'utiliser pour construire ces menus. Et puis ensuite, c'est vraiment d'aller sur tout ce qui va être fruits, légumes de saisonnalité pour pouvoir avoir un apport nutritionnel qui sera plus justifié, des produits qui auront plus de goût. Et là, on va me dire oui, mais si j'ai pas le temps d'aller chercher du frais ou que j'ai pas de producteur à côté, ok, mais dans ces cas-là, on peut peut-être aussi privilégier les fruits et les légumes surgelés, puisqu'ils conservent aussi leur apport nutritionnel. Donc, on peut aussi avoir toujours des produits un peu surgelés chez soi, ce qui va permettre de se préparer des repas équilibrés. En termes de pâtisserie, déjà, si on pouvait oublier la farine blanche T45, T55, je ne vais pas citer de marque, on ne sait jamais s'il y avait un représentant ici, mais on ne sait jamais. Mais voilà, éviter tout ce qui est... Voilà, remplacer au fur et à mesure les farines blanches, T45, T55, par la même farine, hein, même si on reste sur la même céréale, une farine de blé, mais passer sur de la semi-complète. Une farine de blé T80 va vous permettre d'avoir un indice glycémique plus bas, donc ça va vous permettre de réduire justement cette présence de sucre dans votre dessert, ne serait-ce que pour une pâte à crêpes, hein, tout simplement, une pâte à crêpes, un gâteau aux pommes, quelque chose de très simple, mais déjà de passer sur un type de farine plus nutritif, avec un indice glycémique plus bas, ou alors aller sur une farine de sarrasin qui ne coûte pas forcément cher. Ça va vous permettre d'avoir une pâtisserie, un gâteau beaucoup plus rassasiant, et ça va vous permettre comme ça justement de commencer à changer vos habitudes au fur et à mesure. Alors comment leur donner aussi de bons conseils pour trouver ces bonnes références? Parce que évidemment dans les centres commerciaux, donc quand on achète ces produits, pas toujours facile de s'y retrouver quand même, hein, sur toutes ces indications que vous donnez. Non, c'est pas toujours facile, et je repense exactement à ce qu'on a Louis. Il y a Louis, un homme en blanc qui est juste en face, et je m'aligne avec ce que tu disais tout à l'heure sur ta conférence précédente. On trouve aussi beaucoup de choses sur les réseaux par rapport à tout ce qui est alimentation, nutrition, et il y a aussi beaucoup de fake news, hein. On trouve de tout, donc il faut aussi aller vérifier, aller checker l'exactitude des informations. Donc certes, on peut trouver des choses sur les réseaux, on peut trouver aussi des choses dans les livres, hein. Et puis ensuite... Il y a les 3 livres là qui sont là. Justement, bien sûr. Justement. Non, mais voilà, après, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que déjà entre vous, dans les équipes, il y a toujours quelqu'un qui cuisine, il y a toujours quelqu'un qui a des idées. C'est d'échanger aussi entre vous, d'échanger les bons conseils, pour aller chercher les bonnes informations pour pouvoir mettre en pratique au quotidien. Alors super Sandrine, enfin ce qui nous intéresse quand même, c'est de savoir, est-ce que vous proposez des ateliers, est-ce que vous animez des ateliers, est-ce que vous participez dans la sensibilisation des professionnels de santé pour qu'ils puissent aussi quelque part découvrir les bonnes pratiques, les bonnes astuces. Donc là, c'est une question très très ouverte, mais comment vous faites pour justement permettre d'aller à la rencontre des professionnels de santé pour leur donner envie finalement de changer leurs habitudes, mais au service de leur santé, leur propre santé. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le message. C'est vraiment pour votre propre santé, en fait, et pour votre propre santé, pour votre santé globale et mentale, hein, parce que l'alimentation a vraiment un impact sur la santé mentale. Et je sais de quoi je parle, puisqu'on a les mêmes similitudes. Tout simplement, en étant présente sur les salons, sur votre secteur, également via les réseaux sociaux, via quelques projets qui vont sortir bientôt, où on va parler vraiment prévention par rapport à la santé des soignants, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à l'alimentation. Bon, vous saurez très prochainement, ça va pas tarder. Il faut attendre encore un peu. On est au salon infirmier. Non, je peux pas, j'ai pas l'autorisation. J'ai pas l'autorisation, donc je ne peux pas. Très bien. En tous les cas, il y a des projets. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment être présente en tout cas, et essayer de porter les bons messages en tout cas. Voilà, du prendre soin pour votre santé globale, votre santé globale, pardon. Et en tout cas, par rapport aux ateliers, on peut aussi me contacter, puisque je me déplace dans les établissements aussi, pour former les équipes aussi. Parce que on échangeait aussi tout à l'heure, mais effectivement, l'alimentation, la nutrition, comment faire quand on a peu de temps, qu'on est en horaire décalé, devrait s'inscrire de plus en plus
dans les formations professionnelles de santé sur un tout petit format, mais parce vous n'avez pas forcément les connaissances non plus. Et ça devrait maintenant rentrer, j'ai envie de dire, automatiquement dans les formations. Donc vous avez eu l'occasion d'intervenir occasionnellement dans certaines institutions, établissements médico-sociaux ou établissements sanitaires. Exactement. À la demande des Exactement, établissements. tout à fait. Est-ce que vous avez un retour d'expérience qui pourrait peut-être aussi donner envie à des professionnels de dire ce serait intéressant de bénéficier directement sur site, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir aussi que vous puissiez proposer des ateliers en direct pour donner envie et pour dire oui, c'est possible tout simplement. Alors est-ce que vous avez un retour de Oui, c'est possible. terrain? Oui, je repense justement à une soignante avec qui on a fait une recette il n'y a pas très longtemps, et justement c'était pour une pause, c'était pour la pause gourmande, où je lui ai proposé une recette pour éviter de se jeter sur le premier distributeur avec une barre hyper chargée en graisse saturée et en sucre. Je lui ai proposé une alternative saine, on va dire, qui était très gourmande, et en fait on avait vraiment l'impression de manger une barre riche en chocolat, en fait, alors qu'il y avait très peu de chocolat dedans. Elle était à un indice glycémique bas, et en fait quand on s'est revus après échange, elle me dit tu sais, moi j'ai échangé avec les équipes, on échange les recettes, maintenant on fait régulièrement, on évite comme ça d'aller se jeter sur le distributeur, et ça nous permet de manger plus sainement. On se fait plaisir parce que la recette elle est hyper gourmande, donc on n'a pas cette restriction en fait. On ne se prive pas, on se fait plaisir, mais c'est équilibré, donc c'est tout à fait possible. C'est très simple à faire. Voilà, donc les retours sont plutôt positifs, ça fonctionne et il faut continuer de partager. Qu'est-ce que vous pensez des pâtisseries proposées dans les établissements de santé pour les résidents, pour les patients, et puis accessoirement aussi pour les professionnels de santé, puisque comme vous le savez, ils bénéficient aussi de services de restauration. Enfin, quel regard portez-vous sur l'acculturation de l'hygiène alimentaire autour de la pâtisserie? Enfin, quel est votre point de vue comme ça à chaud Il s'agit d'être sympathique avec les établissements, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Je vais être sympathique parce que je collabore quand même avec eux. Pâtissière, voilà. Non, je pense qu'on a une évolution qui est en train de se faire, certes, mais nous avons encore beaucoup à faire. Je pense que les établissements doivent jouer le jeu aussi, parce que c'est bien gentil de vous dire il faut prendre une pause pour prendre le temps de faire un repas, faire une pause en même temps physiquement, mentalement, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais si concrètement on ne vous la donne pas, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Pour l'alimentation, c'est la même chose, pour les repas, c'est la même chose. On a encore énormément à faire, ça commence à évoluer. Mais on en revient aussi à tout ce qui est budget. Il faut aussi donner les moyens financiers, il faut donner les moyens humains en termes d'équipe. Parce que après, dans les équipes de cuisine collective, on a aussi toutes ces problématiques de personnel, d'humain. Voilà, donc c'est un gros sujet en fait. Ça englobe beaucoup de paramètres et il faut que tout le monde joue le jeu pour qu'on puisse avancer sur le sujet. D'accord, donc vous avez eu l'occasion de visiter aussi les cuisines. Oui, j'y suis souvent. Dans les établissements, et donc du coup de porter peut-être aussi des recommandations, des conseils, et si conseils... C'est de travailler en fait avec les équipes de cuisine collective pour justement proposer, alors pas que la pâtisserie, parce que j'interviens aussi du coup au niveau cuisine, mais des menus, des repas, des plats qui soient effectivement plus équilibré et adapté en fonction de vos contraintes. D'accord. Alors, vous allez nous faire plaisir un tout petit peu, nous faire un peu rêver, même si tout est dans les ouvrages, mais est-ce que vous pourriez nous proposer une recette très, très facile à faire, à préparer, à mettre dans sa gamelle pour aller au boulot? Alors, une recette qui soit suffisamment savoureuse, ma chère Sandrine. Bon, eh bien celle que j'ai faite justement il n'y a pas longtemps, j'adore. C'est vrai c'est de mémoire parce que je ne vais pas vous donner les proportions. Vous m'excuserez, je suis aussi en fin de journée. Je suis comme vous, je ne montre pas l'exemple. J'ai dormi que 3 heures cette nuit, donc j'enchaîne. Mais de mémoire, mais Alexis, vous l'avez vu en photo, donc ça va vous parler. C'est pour remplacer justement cette petite barre gourmande là. Ouais, on a de la compote de fruits. C'est bon, Alexis, mais ça se mérite, Alexis.
Bon, ça se mérite. Alexis n'est pas tellement un bon exemple. Non mais Alexis, il faut être raisonnable quand même. Hein. En plus, elle est IG bas, donc elle est adaptée pour vous, c'est super. On est sur une base de compote de fruits pour pouvoir sucrer naturellement, justement. Donc on a une compote de pommes, poires, sans sucre ajouté. De mémoire, on a de la purée d'oléagineux, donc vous utilisez celle que vous voulez, amandes, noisettes pour avoir les bons acides gras et les protéines qui vont aussi vous rassasier, les protéines et les fibres. À l'intérieur, j'ai quelques pépites de chocolat pour apporter ce côté gourmand. J'ai des noix de pécan, des noisettes, j'ai du sucre de fleur de coco qui est un sucre à indice glycémique bas, ce qui permet justement comme ça de réguler. Et qu'est-ce qui me manque? Je crois qu'il me manque que ça. C'est une recette assez simple, hein. C'est hyper gourmand et ça se présente comme une petite barre. Voilà, la sortie du four, c'est top. D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'est vraiment c'est super agréable. Alors, quel conseil donnerez-vous à un professionnel qui aime la pâtisserie mais qui n'aime pas en faire? Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer pour simplement avoir... Faut s'y mettre. Oui, mais ça c'est très gentil. C'est parce que j'aurais dû, enfin, il aurait fallu que ce soit une dame qui pose la question. Là, c'est un monsieur qui pose la question. Vous avez vu la réponse. Voilà, mais essayons d'imaginer. Voilà, mais j'aimerais, mais voilà, j'ai besoin d'avoir le déclic. Hein. Alors, qu'est-ce qui Eh bien, c'est peut-être aussi de se donner envie aussi en allant faire ses courses, mais peut-être pas forcément dans un centre commercial. C'est peut-être de prendre le temps d'aller sur un marché, d'aller sur un regroupement de producteurs. Hein. Même si on est sur Paris, il existe plein de lieux maintenant. Il y a des fermes urbaines. Enfin voilà, on peut voir les produits, les sentir, les toucher. Ça donne envie aussi de s'y mettre. Et puis peut-être de cuisiner entre collègues, en famille, pour donner envie, partager. La cuisine doit rester un moment de partage et de plaisir aussi. C'est super important. C'est super, Sandrine. Alors, Sandrine, vous allez nous donner, parce qu'il nous reste que quelques minutes avant éventuellement de prendre une question ou simplement arracher vos ouvrages. Si vous aviez 5 conseils, voilà, à donner aux professionnels de santé juste pour leur donner envie, ce seraient lesquels? Alors 5, c'est un maximum. 1, c'est envie de cuisiner ou d'essayer de... Non, mais envie de quoi? Envie d'essayer d'améliorer au quotidien, puisque vous m'avez répondu, il faut passer à l'action. Donc j'ai bien reçu le message, ma chère de Sandrine. se lancer, déjà, c'est de penser à sa santé. Si on cuisine soi-même, on sait que forcément, ça va avoir un impact. Donc c'est pour sa propre santé, pour sa santé globale. Parfait. Ensuite. Moi, j'ai besoin d'aller voir les produits. Je pense que c'est important d'aller chercher ces produits chez un bio ou en tout cas un regroupement de producteurs, mais d'aller chercher ses propres produits en frais. Ensuite, que ça reste ça doit être un moment de plaisir. Alors voilà, c'est peut-être pas une contrainte, ça doit être un moment de plaisir et de partage. Ça doit pas être un moment où on se dirait je vais passer 3 heures, il va y avoir toute la plonge à faire, je suis fatiguée. Non, ça peut prendre que 10 minutes, mais c'est un vrai moment de plaisir. Plaisir, ok. Ensuite, en 4, qu'est-ce que... En 4... Bien sûr, contactez Sandrine. Bien sûr, et je me déplace chez vous. D'accord. Non, mais après, c'est aussi, ça peut être aussi une façon pour se donner envie, c'est de se projeter sur du long terme et ça va permettre de mieux s'organiser et de pouvoir mieux tenir sur son rythme de travail. Parce que si je me mets à cuisiner, je peux cuisiner aussi une grosse quantité et peut-être prévoir quelques portions à mettre au congélateur. Et comme ça, la fois prochaine, quand j'aurai pas envie, je cuisine pas. Donc ça permet une meilleure organisation. Ok. Et dernier conseil, peut-être acheter la tenue de Sandrine, par exemple, pour se donner envie. Ça se mérite. Peut-être améliorer les tenues des professionnels de santé pour qu'ils puissent se sentir aussi. C'est vraiment de se dire que c'est vraiment pour soi, en fait. C'est vraiment pour votre propre santé, mais pour aussi prendre soin ensuite des autres. C'est vraiment pour prendre soin. Moi, j'ai envie de dire vraiment pour améliorer votre bien-être sur du long terme. Ok, c'est magnifique. On applaudit Sandrine pour vraiment la remercier. Et on a quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Alors, questions très très ouvertes. Hein, et sachant que Sandrine est très, très disponible et très enthousiaste de vous éclairer, est-ce que vous auriez... Oui, alors je vais vous donner un micro. Est-ce que celui-ci... Il n'est pas allumé, je crois. Je vous laisse vous présenter juste avant. Bonjour, je m'appelle Radier. Je suis infirmière de nuit en psychiatrie. Et en fait, ma question, ce serait la suivante. En fait, je ne sais pas quand manger la nuit. Parce que je me réveille aux alentours de 16h, 17h. Je n'ai pas faim à ce moment-là. Après,
généralement, vers minuit, je mange un plat et mon petit déjeuner vers 5-6 heures du matin. Mais voilà, je me sens tout le temps ballonnée et jamais vraiment très bien. Je ne sais pas, idéalement, qu'est-ce que je pourrais et quand manger, en fait Alors, après, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, parce que moi, je vais vous conseiller, mais après, il faut aussi adapter par rapport à soi et à son rythme. L'idéal, ça serait de prendre un repas, en tout cas avant de partir à votre travail du soir. Donc, si vous commencez à 19h, non, à peu près, c'est 20h30. 20h30, ouais, c'est de prendre votre repas du soir, en fait, juste avant, vers 19h30. Un repas qui soit pas non plus trop lourd, parce qu'on sait très bien que la nuit, vous allez avoir plus de mal à digérer. Donc, il faut que ce soit un repas complet, avec des glucides, des protéines. Prendre des protéines, parce qu'il faut tenir quand même toute la nuit. Protéines, glucides bien équilibrés, des fruits, des légumes. Voilà, un repas complet, en tout cas juste avant. Vous prévoir une collation pour la nuit. Pour si vous avez justement un petit creux, il faut surtout pas se priver, prendre une collation, qu'elle soit salée ou sucrée. Alors en termes de collation, ça peut être un produit laitier, ça peut être une compote de fruits, ça peut être quelque chose de plus complet, hein, des petites galettes maison, des petites galettes de thon, poireaux. Il y aura bientôt la recette qui va sortir, c'est plutôt pas mal. Ça se fait en 5 minutes, c'est super pratique et c'est riche en protéines, donc ça vous permet de tenir sur du long terme. Et puis ensuite, prendre un petit déj quand vous rentrez le matin chez vous. Pas trop lourd non plus, avant ensuite d'aller dormir, mais c'est vraiment de tenir les 3 repas plus une collation, et penser surtout à bien s'hydrater aussi, parce que souvent on a tendance à pas bien s'hydrater, mais bien s'hydrater majoritairement avec de l'eau et tout ce qui va être café, boisson, vous allez m'aider Jean-Luc, je commence à Oui, fatiguer, certainement. toutes les boissons énergétiques, merci. Voilà, ça on limite jusqu'à minuit et après on reste sur de l'eau, mais voilà, bien s'hydrater aussi, puisque ça a une incidence sur tout ce qui va être concentration, fatigabilité, etc. Mais moi je dirais voilà, juste avant, et ensuite une collation quand vous rentrez, et ensuite en tout début d'après-midi pour le 3e repas. Okay, mais après, chacun est différent et on n'a pas tous le même rythme, mais dans l'idéal ce serait ça. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir posé votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout à fait. Je vous laisse passer le micro. N'hésitez pas à vous présenter juste avant, comme ça, voilà, ça permet à Sandrine de vous répondre. Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis infirmière en unité de soins de longue durée, de jour. Allez bien proche du micro pour qu'elle puisse vous entendre. Ma question en fait, arrête de filmer toi. Et la suivante, vous parliez tout à l'heure de préparer des repas en grosse quantité et de pouvoir les congeler derrière. Mais du coup, quelle est la meilleure manière pour congeler nos repas, justement ? Est-ce qu'il n'y a pas une perte au niveau nutritif de les congeler? Combien de temps on peut les laisser congeler? Non, merci pour la question. Effectivement, vous pouvez préparer, alors la majorité des plats, hein, vous pouvez préparer en une plus grosse quantité, faire des petites portions adaptées justement si c'est pour une personne, 2 personnes, etc. Il n'y a pas de perte en termes de nutriments. Si vous cuisinez vous-même, que vous congelez vous-même, bien, alors congélation, qui dit congélation, on ne dit pas de jeter ça comme ça dans le... Parce que je vois ça souvent aussi, hein, même chez les professionnels dans mon secteur d'activité. Voilà, il y a une façon de conditionner aussi, que ce soit bien hermétique, etc. Et ensuite, en fonction des ingrédients que vous avez mis, si c'est de la viande, des légumes, etc., il y a un temps de conservation en congélation, bien évidemment. Mais c'est facilement 2 à 3 mois. Donc ça vous permet comme ça d'avoir un petit stock pour la suite en fait. Et du coup, au niveau des composantes pour congeler, c'est quoi la meilleure manière? C'est des tupperwares ou des boîtes hermétiques bien fermées. Et moi, je conseille même, lorsque vous préparez, on est sur un plat chaud, on va partir sur un plat chaud, vous préparez votre plat, bien évidemment, il faut le laisser retomber en température, d'accord? Il faut qu'il y ait un temps de refroidissement, que votre plat soit vraiment froid avant de le mettre en congélation, d'accord? Sinon, vous allez avoir une problématique en termes de contamination par la suite. Et avant de le congeler, effectivement, vous le mettez en boîte et vous mettez un film alimentaire aussi sur la surface de votre plat. Vous le fermez et ensuite, vous étiquetez bien et tout, et vous conditionnez au congélateur une fois bien froid. Super, merci beaucoup. On peut prendre encore une dernière question. S'il y a une dernière question, j'ai l'impression que vous avez une 3e question à poser, non? Ça se sent dans votre... du coup, c'était pour décongeler, comment il fallait procéder? Alors, pour décongeler, ça dépend du type de plat. Soit vous sortez la veille et vous laissez décongeler au réfrigérateur.
d'accord. Soit vous avez un micro-ondes adapté pour décongeler et vous pouvez mettre directement des congélations. Merci. C'est assez simple. Voilà, vous avez de la chance. 3 questions, 3 réponses. Voilà, en savoir plus, c'est les 3 ouvrages. Ma chère Sandrine, quelles sont les thématiques des 3 ouvrages, juste pour avoir une petite idée? Le premier, donc c'est pâtisserie santé, comment concilier... Vous pouvez le montrer parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas. Voilà. Le premier. Donc le premier qui est sorti en octobre 2023 aux éditions Vibert. Pâtisserie santé, comment concilier gourmandise et maladies chroniques, qui est plus général par rapport aux maladies chroniques. Donc il y a une première partie par rapport à toutes ces problématiques de santé. Deuxième partie, quels ingrédients privilégier justement pour adapter par rapport à tout ce qui va être diabète, obésité, etc. Donc les bonnes farines, les bons sucres à privilégier. Et une troisième partie, donc 45 recettes de base adaptables à ces problématiques. Et ensuite, les 2 nouveaux qui viennent de sortir en octobre dernier, qui sont les petits frères, si je puis dire. On a pâtisserie santé dénutrition et pâtisserie santé diabète. Oui. Là, j'ai recentré le propos des ouvrages sur une pathologie bien spécifique. Et ces 2 livres sont coécrits avec des professionnels de santé. En l'occurrence, dénutrition avec la professeure Agathe Reynaud-Simon, qui est gériatre à Bichat et qui est présidente du collectif de lutte contre la dénutrition. Donc, je suis membre du comité d'administration maintenant depuis avril dernier. Et pour pâtisserie santé diabète, il est coécrit avec la professeure Ariane Sultan, qui est diabétologue au CHU de Montpellier. Voilà, donc une première partie très scientifique, très médicale, mais accessible à tous. Et une seconde partie, 30 recettes adaptables par rapport à cette pathologie. Et vous n'en êtes qu'à vos débuts, puisque probablement vous allez pouvoir proposer, en fonction de la demande des professionnels de santé, peut-être aussi des ouvrages encore plus spécifiques en fonction des disciplines médicales ou des problématiques autour de l'alimentation. Exactement. Eh bien, j'espère que vous avez pu avoir de la saveur et l'envie peut-être aussi d'en savoir un peu plus sur... alors, je sais que les jeunes professionnels sont très friands évidemment de la pâtisserie, mais de façon générale, évidemment, pour la santé des professionnels de santé, c'est tout à fait bien de pouvoir proposer cette superbe intervention pour laquelle je vous propose pour la 3e fois, écoutez, 1, 2, 3, on y va, on l'applaudit. Écoutez, merci pour votre support, Jean-Luc. Le plaisir est partagé, ma chère. Donc, et puis, donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez la librairie juste à côté. C'est ça. Et vous avez peut-être juste 30 secondes éventuellement pour échanger avec Sandrine, puisque nous avons une autre table ronde qui va arriver. En vous souhaitant une excellente fin de salon, et puis prenez soin de vous et merci de votre présence. À bientôt.